Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Un conseil des ministres vient de se tenir ce mercredi 22 novembre 2017, ici même au palais de la présidence de la République à Abidjan, présidé par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. À l'ordre du jour de ce conseil, il y avait des mesures générales, notamment des projets de loi et d'ordonnances, ainsi que des communications. Au chapitre mesures générales, projets de loi et d'ordonnances, au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget, le Conseil a adopté un projet de loi portant règlement du budget de l'État pour l'année 2016, ainsi que la communication y afférente. Le projet de loi portant règlement du budget fait en quelque sorte un compte-rendu de la mise en œuvre du budget de l'année précédente. Le budget, comme vous le savez, avant d'être mis en œuvre, est adopté en Conseil des ministres, est voté par l'Assemblée nationale. Il est ensuite exécuté par le gouvernement et à la suite de cette exécution, le gouvernement rend compte, en quelque sorte, de la gestion de ce budget. Et donc, le budget pour l'année 2016 avait initialement été arrêté en ressources et en charges à 5 813 milliards de francs CFA par la loi de finances numéro 2015-840 du 8 décembre 2015. En cours de gestion, ce budget a été révisé et son niveau a été porté à 6 165 milliards de francs CFA par une loi de finances rectificative du 8 décembre 2016 pour prendre en compte un certain nombre de variations, notamment l'évolution notable de certaines des hypothèses de base des projections de recettes et la nécessité de renforcement de certaines actions de l'État. Ainsi, les prévisions initiales de recettes ont été révisées pour prendre en compte l'impact combiné de facteurs tels que l'évolution des cours du pétrole, l'évolution des cours du cacao à l'international, l'actualisation des volumes de cacao exportés, etc. Toujours au niveau des ressources, d'autres aménagements avaient été opérés qui se sont traduits par l'augmentation des tirages. D'autres aménagements ont été opérés qui concernent notamment les tirages sur certains financements extérieurs pour prendre en compte les performances dans l'exécution des projets concernés. Et évidemment, dans ce chapitre, il a été pris en compte les nouveaux financements obtenus dans l'intervalle. Concernant les dépenses publiques, des ajustements ont été opérés au niveau de certains secteurs prioritaires, notamment ceux de la sécurité, de l'agriculture, des infrastructures économiques, de l'enseignement secondaire, etc., etc. Donc, établissant le bilan de la gestion budgétaire et comptable de l'année 2016, le présent projet de loi de règlement arrête le montant définitif des recettes à 5 807 milliards de francs CFA et celui des dépenses à 5 872 milliards de francs CFA. Deuxièmement, au titre du secrétariat d'État auprès du Premier ministre chargé du budget et du portefeuille de l'État, toujours, le Conseil a adopté 2 ordonnances et le projet de loi de ratification y afférent. La première ordonnance modifie certains articles, les articles 151, 166, 277 et 623 du Code général des impôts. Et la deuxième ordonnance porte exonération des droits domaniaux et de publicité foncière en faveur de la société Côte d'Ivoire Énergie. Il s'agit ici principalement de mesures fiscales adoptées pour permettre le transfert dans les meilleures conditions d'un certain nombre d'actifs à la société Côte d'Ivoire Énergie. Il s'agit notamment du patrimoine des sociétés dissoutes Sopieux et Sogep, de certains terrains et équipements, de lignes de transport d'électricité, de lignes d'interconnexion avec les réseaux étrangers, etc.
Ces différentes mesures visent à permettre à Côte d'Ivoire Énergie d'atteindre les objectifs nouveaux qui lui sont assignés en matière de production d'électricité et plus précisément en matière d'électrification rurale. Nous passons au chapitre des projets de décret. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté un décret modifiant l'article 134 du décret du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments des frais de justice en matière civile, commerciale, administrative et sociale. Ce décret modificatif consacre la réduction de 0,5% consentie par la Corporation des notaires sur le taux applicable au calcul des honoraires proportionnels dus pour la tranche des immeubles dont le prix de vente oscille entre 10 et 30 millions de francs CFA. Ce taux passe donc désormais de 2 à 1,5%. Cette mesure s'insère dans le vaste programme initié par le gouvernement pour améliorer l'environnement des affaires et soutenir durablement la croissance de l'économie nationale. Deuxièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté une communication relative à la préparation du second cycle de l'évaluation du dispositif de lutte mis en place en Côte d'Ivoire contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Ce second cycle court jusqu'en 2021 et cette évaluation sera faite par le GIABA, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent, et les institutions financières internationales. Il s'agit ici de 2 décrets, donc le premier, je viens d'en parler, et le deuxième, lui, porte désignation de l'autorité compétente chargée de l'évaluation nationale des risques et de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. En application de la loi 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, ce décret donne compétence au comité de coordination des politiques nationales de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, dénommé comité de coordination pour identifier, évaluer, comprendre et atténuer les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels notre pays pourrait être exposé. À cet effet, le comité de coordination est chargé de coordonner et de conduire les travaux de l'évaluation nationale des risques et de l'élaboration de la stratégie nationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. Troisièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier modifie la dénomination de la société Énergie Côte d'Ivoire ainsi que les articles 1, 2 et 13 du décret du 21 décembre 2011 portant création de la société d'État dénommée Énergie de Côte d'Ivoire. Le deuxième décret porte transfert d'actifs à la société d'État dénommée Côte d'Ivoire Énergie. Ces différentes mesures précisent et renforcent le dispositif réglementaire régissant la société d'État qui, désormais, nous l'avons dit tout à l'heure, est dénommée Côte d'Ivoire Énergie. Ainsi, ces mesures consacrent la dénomination Côte d'Ivoire Énergie, et donc en abrégé CI Énergie, en lieu et place de Énergie de Côte d'Ivoire, et élargissent le domaine d'activité de la société, désormais à la production d'électricité, ce qui va commencer avec le barrage de Soubré. En outre, ces mesures précisent le régime juridique des biens transférés et les modalités du traitement comptable des actifs transférés à la société suite, comme nous l'avons indiqué tout à l'heure, à la dissolution de la SOGEP et de la SOPIE. Nous passons au chapitre des
communications. La première communication est faite au titre du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le Conseil, dans cette communication, a adopté ce qui s'appelle désormais le Programme national d'investissement agricole 2, donc le PNIA 2, qui couvre la période 2018-2025. Ce PNIA 2, élaboré à la suite du PNIA 1 et en cohérence naturellement avec ce premier programme, est l'unique cadre harmonisé de l'ensemble des interventions dans le secteur agricole. Avant d'en parler, permettez que je fasse un rappel rapide des résultats du PNIA 1. PNIA 1, donc, qui a été mis en œuvre entre 2012 et 2017. Il faut d'abord indiquer que le montant des ressources financières rendues disponibles pour la mise en œuvre du PNIA 1 s'élève à ce jour à 1 622 milliards de francs CFA, qui se répartissent entre des contributions apportées par les partenaires techniques et financiers, qui s'élèvent à cette date à 1 102 milliards de francs CFA, 54% du total. Financement apporté également par le secteur privé à hauteur de 510 milliards de francs CFA, 25% du total. Et financement apporté par l'État de Côte d'Ivoire pour 426 milliards de francs CFA, 21% du total. Le PNIA 1 a permis une croissance importante de la production agricole en Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des cultures pérennes ou de rente, le total de la production est passé en 2011 de 4 631 000 tonnes à 5 148 000 tonnes en 2016. Pour ce qui est des cultures vivrières, la production est passée de 11 803 000 tonnes en 2011 à 16 341 000 tonnes en 2016. Les revenus cumulés, c'est important, donc culture pérenne, culture vivrière, revenus captés par les producteurs sont, eux, passés de 3 370 milliards de francs CFA en 2012 à 6 148 milliards de francs CFA en 2016, soit une croissance de 82% en 5 ans. Nous pouvons également mentionner la baisse du taux de pauvreté en milieu rural, taux qui est passé de 62,5% en 2008 à 56,8% en 2015. Une nouvelle évaluation n'a pas été faite, donc en 2017, mais nous pouvons penser que ce taux a continué de baisser. Et il faut également préciser que depuis 2002, c'est la première fois que ce taux baissait. Et il était en hausse systématiquement jusqu'à maintenant. Nous pouvons également ajouter qu'à fin décembre 2016, le PNIA 1 a permis la création en Côte d'Ivoire d'1 797 000 emplois directs, donc générés dans le secteur agricole, pour un objectif, à fin 2017, de 2 400 000. Le chiffre que j'ai donné, j'indique bien, il est à fin 2016. Donc nous pouvons, là aussi, subodorer que fin 2017, ce chiffre sera relativement près de l'objectif de 2 400 000 emplois. Et nous pouvons ajouter que le PNIA 1 a fortement contribué à l'amélioration de la situation de sécurité sanitaire de notre pays. Toutefois, parce que tout n'est pas forcément parfait, il ressort des résultats du PNIA 1 que le potentiel agro-industriel de notre pays a été insuffisamment développé.
les taux de transformation des principales productions tendent à stagner plutôt qu'à s'accroître. Ainsi, au niveau des principales productions, donc par exemple de l'anacarde, nous sommes passés de 5,3% de transformation locale en 2012 à 6,5% en 2016. Au niveau du cacao, nous sommes passés de 29% de transformation en 2012 à 31% en 2016. J'allais oublier un autre aspect dans les améliorations, c'est l'amélioration des taux annuels moyens de croissance des volumes de production. C'est un indicateur là aussi relativement important. Par exemple, au niveau des cultures vivrières, ce taux donc, de croissance d'une année à l'autre était de 2% avant la mise en œuvre du PNIA. Ce taux est maintenant de 11,5%. Au niveau des cultures pérennes, ce taux était de 0, donc d'une année à l'autre, nous étions plutôt sur des productions stables. Ce taux est aujourd'hui de 7,4% d'une année à l'autre. Au niveau de l'élevage, le taux a été maintenu à 5%. Et au niveau des ressources halieutiques, nous avons une amélioration qui est relativement importante puisque nous passons de moins 1%, nous étions plutôt en dégression, nous étions plutôt en réduction ou en baisse d'une année à l'autre. Nous passons à 4% après la mise en œuvre du PNIA 1. D'où la nécessité de stratégies plus intégrées tout le long de la chaîne de valeur de nos produits agricoles, ce qui justifie principalement la mise en œuvre du PNIA 2. Ce PNIA 2 couvre les sous-secteurs de l'élevage, de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture, de la gestion de l'environnement, ainsi que les questions liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, les problématiques de développement rural, de résilience des populations, etc. À cet égard, la deuxième génération du PNIA s'articule autour de 6 programmes qui comprennent le renforcement et le développement de la valeur ajoutée au niveau de l'agriculture, au niveau de la gestion des forêts, au niveau de l'élevage et de la production halieutique, également autour de la stimulation d'une croissance inclusive en vue de garantir le développement rural et le bien-être des populations vivant en milieu rural. Ce PNIA 2, par ailleurs, apporte une réponse à la nécessité d'une meilleure synergie d'action et des résultats entre ces différentes activités, agriculture, élevage, gestion des forêts, etc. Et ce PNIA 2 innove pour ce fait avec la création de ce qui s'appelle désormais les agropoles. 9 agropoles ont été définis et couvrent l'ensemble du territoire national. Chaque agropole ou chaque zone d'agropole intégrera en amont toutes les activités qui permettent d'améliorer la production agricole de la zone concernée. Et en aval, la zone d'agropole prendra en compte toutes les activités et besoins de l'ensemble des acteurs privés et publics pour la conservation, la transformation, la commercialisation, donc des produits agricoles de la zone. La mise en œuvre du PNIA 2 sera séquencée sur les périodes 2018-2020 et 2021-2025, pour un coût global à ce jour estimé de 11 905 milliards de francs CFA. Je terminerai sur ce point en disant que cet après-midi même, une signature aura lieu sur le site du Sahara entre le Premier ministre et un certain nombre de partenaires, donc signature de convention qui engage ces partenaires dans la mise en œuvre de ce nouveau plan national d'investissement agricole, donc le PNIA 2. Deuxièmement, au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a adopté une communication relative à l'aménagement de la convention État-CIVAC pour la mise en œuvre du partenariat public-privé entre la Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie, donc la CIVAC, et la coopérative des éleveurs de porc de la région de Lamballe, en France, ce qui s'appelle la Coperle Arc Atlantique. Donc cette convention État-CIVAC
a été signé en mars 1995. Et à l'époque, le but était d'affranchir notre pays de la dépendance des approvisionnements extérieurs en protéines animales à travers le développement de la filière porcine nationale. Les aménagements apportés à la Convention visent principalement à la mettre en cohérence avec les nouveaux enjeux liés au développement de la filière porcine, donc prendre en compte la réalité actuelle, pour créer de réelles opportunités d'investissement à tous les niveaux de la chaîne de valeur du secteur et assurer un niveau élevé de protection de la santé des consommateurs et de l'environnement. Il faut, pour vous donner quelques indications de chiffres, dire qu'à ce jour, la filière porcine en Côte d'Ivoire fait l'objet d'une augmentation très forte de la consommation. Cette consommation est passée de 37 000 tonnes en 2012, ce qui s'appelle les tonnes équivalent carcasse, donc 37 000 tonnes équivalent carcasse en 2012, à 66 449 tonnes en 2015, alors que la production nationale stagne autour de 9 000 tonnes. Vous voyez donc le déficit très important qu'il y a dans cette filière et qui justifie donc cette communication. Les investissements prévus dans le cadre du partenariat entre la CIVAC et la Coperle Arc Atlantique sont de l'ordre de 5 milliards de francs CFA sur les prochaines années. La convention assignée vise un certain nombre d'objectifs, la définition d'un cadre institutionnel plus propice, la précision des engagements de l'État et des engagements de la CIVAC, vise également à favoriser les investissements dans la filière, vise à assurer un niveau plus élevé de protection de la santé des consommateurs, de l'environnement, etc. Le Conseil a donc donné son accord pour la signature de cette nouvelle convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la CIVAC. Toujours au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a entendu une communication relative aux points de débarquement aménagés de Lokodjro et de Grand Laou. Comme vous le savez, ces points ont fait l'objet de dons du Maroc à la Côte d'Ivoire, dont évalué à 3,3 milliards de francs CFA. Chacun de ces points comprend une halle de poisson, l'espace de fumage, l'espace de froid, l'espace de stockage, l'atelier de maintenance et puis des espaces communs, donc bureaux, infirmerie, restauration, etc. Le Conseil donc a autorisé l'inauguration de ces deux infrastructures et autorisé également que ces deux infrastructures portent respectivement les noms ou les dénominations suivantes. Le premier, donc celui de Lokodjro, point de débarquement aménagé Mohamed VI de Lokodjro, et le deuxième, point de débarquement aménagé Alassane Ouattara de Grand Laou. De façon, vous l'avez compris, à exprimer la gratitude de notre pays à Sa Majesté et au peuple marocain, et de façon à traduire là aussi l'excellence de la coopération entre nos deux pays. Quatrièmement, au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté une communication relative à la 5e enquête par grappe à indicateurs multiples, ce qui s'appelle le MIX 5, Côte d'Ivoire 2016. Cette enquête s'inscrit dans le cadre du programme mondial des enquêtes mixtes que l'UNICEF conduit depuis 1990. Le MIX 5, Côte d'Ivoire, le MIX, c'est MICS 5, Côte d'Ivoire 2016, a été réalisé sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats clés de cette enquête montrent une tendance nette à l'amélioration de nombreux indicateurs sociaux, notamment ceux relatifs à l'accès aux services de santé, à l'éducation, à l'état civil, aux pratiques d'assainissement, d'alimentation, de prise en charge
des maladies des enfants et des femmes, etc. En effet, selon les conclusions de cette enquête, le taux de mortalité infanto-juvénile, donc mortalité des enfants de moins de 5 ans, est passé de 181 pour 1000 en 1998 à aujourd'hui 96 pour 1000. Et là, il s'agit du chiffre de 2016. Ce chiffre, évidemment, continuera à baisser puisque le gouvernement prend la disposition pour cela. Nous pouvons également mentionner le fait que le retard de croissance chez les enfants de moins de 5 ans, indicateur de malnutrition chronique, est passé de 29,8%, donc pratiquement 30% en 2012, à 21,6% en 2016. Nous notons également que le nombre d'enfants par femme en âge de procréer a baissé, passant de 5,4 enfants par femme en 1998 à 4,6 enfants par femme en 2016. Le Conseil a pris acte des conclusions de l'enquête et a instruit les ministres techniques concernés donc, à l'effet de prendre en compte les recommandations formulées dans les programmes en cours en matière de politique sociale au cours des prochaines années. L'objectif étant, évidemment, de continuer à faire en sorte que ces différents ratios et indicateurs s'améliorent. Cinquièmement, au titre du ministère de l'Économie et des Finances, le Conseil a adopté 2 communications. La première est relative au bilan du suivi des indicateurs MCC à mi-novembre 2017 et à la mise en œuvre de la stratégie à partir de 2018. Donc, depuis son engagement en 2011 dans le processus du MCC, donc le Millennium Challenge Corporation, notre pays connaît une amélioration constante et continue de ses performances. Ainsi, nous sommes passés de 5 indicateurs au vert en 2012 à aujourd'hui 14 indicateurs, après être passés par 9 indicateurs en 2013, 10 indicateurs en 2014, 13 en 2015, donc aujourd'hui 14 indicateurs. Ces résultats ont permis à la Côte d'Ivoire de devenir éligible au programme Threshold en 2014, puis au programme Compact en 2015, dont la signature, vous le savez, a eu lieu dernièrement en présence du président de la République. Dans cet élan, la stratégie 2018 vise à obtenir 17 indicateurs au vert sur 20, de façon à contrer et inverser les tendances qui peuvent être baissières pour certains indicateurs, de façon à améliorer le niveau de performance des indicateurs qui, auparavant, étaient en rouge. Il s'agit notamment de faire passer au vert 3 indicateurs, les indicateurs accès au crédit, taux de vaccination et santé de l'enfant. Donc le Conseil a instruit les ministres concernés à l'effet d'agir avec diligence dans la mise en œuvre des préconisations faites. La deuxième communication, un peu dans le même sens, est relative à la matrice des réformes prioritaires pour l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire au rapport Doing Business 2019. Conçu sur la base de l'agenda des réformes 2017-2019, adopté par le gouvernement en décembre 2016, la matrice des réformes prioritaires pour l'amélioration des performances de la Côte d'Ivoire au rapport Doing Business 2019 vise principalement à hisser notre pays au rang des meilleures économies dans le monde en matière de climat des affaires. Cette matrice comprend 21 mesures articulées autour de 15 projets de réforme informatique et de 6 projets sectoriels dans 9 indicateurs. L'ensemble de ces mesures forme le plan d'action des réformes prioritaires avec pour objectif la dématérialisation intégrale des actes et services administratifs, l'accélération du traitement des demandes et la stimulation de la réactivité
de l'administration publique. Le plan d'action prévoit la réalisation de 15 projets informatiques sur la période du 15 décembre 2017 au 30 avril 2018 et la mise en œuvre de 6 projets sectoriels entre le 31 décembre et le 30 avril 2018. L'objectif de toutes ces mesures, c'est évidemment d'améliorer notre classement au niveau mondial, d'améliorer donc le regard qui peut être fait sur notre pays, mais il s'agit principalement d'afficher une gouvernance efficace et une gouvernance responsable, conforme aux standards internationaux qui sont pris en compte dans ces évaluations. Une gouvernance qui privilégie le résultat, l'amélioration de l'environnement des affaires, par exemple, l'amélioration des conditions de vie des populations surtout. Donc c'est important de dire qu'ici, il n'y a pas que des indicateurs, il y a surtout la mise en œuvre d'une gouvernance avec des objectifs précis qui concernent l'homme ou qui mettent l'homme ivoirien au centre. Sixièmement, au titre du ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, le Conseil a adopté une communication relative au projet de réalisation d'une centrale à biomasse. Ici, il s'agit de résidus issus des plantations de palmiers à huile. Et cette centrale a une capacité de production de 2 fois 23 MW et elle est prévue pour être installée dans la région d'Aboasso. Donc le projet de réalisation de cette centrale à biomasse, ou projet BioVea, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'accroissement des capacités de production d'électricité à travers une intégration plus forte des énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Ce projet consiste à construire ici une centrale d'une puissance de 2 fois 23 MW, je l'indiquais tout à l'heure, qui produira 337 GWh par an d'électricité. La centrale a un coût estimé de 105 milliards de francs CFA. Et par sa localisation géographique, ce projet participera de façon importante à l'amélioration du plan de tension local, notamment la réduction des pertes sur le réseau de transport, la distribution de l'électricité consommée dans cette région. Ce projet générera d'autres retombées dans la région au niveau socio-économique avec la création d'1 millier d'emplois directs. Évidemment, la création de richesses, puisque ce projet induit l'augmentation du revenu des planteurs de entre 5 et 10%, et l'amélioration évidemment des conditions de vie des populations. La mise en œuvre de la première tranche de cette centrale interviendra au bout de 33 mois, à compter de la mise en vigueur de la convention BioVea, soit, si nos estimations sont bonnes, au dernier trimestre 2020. Le Conseil a donc donné son accord pour la signature du projet d'accord tarifaire correspondant, signature qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours ou semaines au maximum. Au chapitre des divers, juste une annonce pour ne pas que des questions se posent au passage de ces véhicules. C'est une communication faite au titre du ministère des Transports qui a informé le Conseil de la mise en circulation à partir du lundi 27 novembre d'une nouvelle génération de taxis à Abidjan. Donc c'est des taxis neufs, évidemment, plus modernes, des taxis qui affichent, donc ces taxis, un certain nombre d'avantages sur la génération précédente. Il s'agit notamment d'une sécurisation plus forte qui est visible par les passagers, d'une formation plus étendue et plus complète des chauffeurs, donc amenés à exploiter ces taxis, donc chauffeurs qui sont mieux formés et plus disciplinés. Il s'agit également de taxis qui vont permettre, par exemple, des paiements électroniques, donc réduire donc la circulation de cash, etc., etc.
Pourquoi cette nouvelle génération de taxis? Juste un indicateur. À partir de statistiques récentes au niveau du contrôle automobile ivoirien. Des contrôles faits récemment indiquent que 85% des véhicules en Côte d'Ivoire ont plus de 10 ans. Et surtout, 14,6% de ces véhicules ont plus de 20 ans d'âge. Et seulement moins de 1% des véhicules en circulation ont moins d'une année d'âge de circulation. Vous voyez, donc c'est relativement alarmant. Et donc le gouvernement a décidé, à travers ce qui s'appelle le Fonds de développement des transports, FDTR, donc d'apporter une contribution à la politique de modernisation du parc des taxis en garantissant, par exemple, les financements faits par les banques aux opérateurs dans ce secteur. Autre point divers, c'est peut-être juste un rappel pour tout le monde, le sommet UAUE qui s'ouvre le mercredi prochain, le 29 novembre. Et de ce fait, mercredi prochain, il n'y aura pas conseil des ministres. Nous vous dirons donc la date de la prochaine réunion du conseil des ministres. Probablement le 6 décembre. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au bout de ce compte rendu. Je pense avoir donné l'essentiel des sujets évoqués et traités ce matin au Conseil. Je me tiens à votre disposition pour prendre des questions s'il y en a.